Bonjour à tous. Comment anticiper la transition écologique et imaginer des alternatives à l'énergie fossile? Le canton de Vaud a interdit la semaine dernière, via le Grand Conseil, l'exploitation et la recherche d'hydrocarbures sous le sol cantonal vaudois. Et nous en discutons avec nos deux invités aujourd'hui, à commencer par Raphaël Mahin. Bonjour. Bonjour. Député vert au Grand Conseil. À vos côtés, Dieter Giesiger. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur de la SEIC, la Société intercommunale de la Côte, active dans les énergies renouvelables. Un premier élément avec vous, Raphaël Mahin. On peut dire à l'initiative de ce texte et de cette décision au Grand Conseil. On a parlé de vote historique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un compromis. Et les Verts parlent de victoire totale. Pourquoi ? Pour nous, c'est un pas important qui a été franchi en transmettant un message qui est au fond très simple mais très important, c'est de dire oui aux énergies renouvelables et non aux énergies fossiles. Et puis on l'a dit à notre modeste niveau, on n'est que dans un canton, dans un pays et le défi est planétaire, mais on doit commencer chez nous. Et puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné des conditions favorables pour le développement de la géothermie, dans un cadre, bien sûr, contrôlé, réglementé, mais des conditions favorables. Et de l'autre, on a dit, on ne veut pas forer, percer le sol vaudois pour aller chercher des hydrocarbures, du gaz, du pétrole. Ça ne fait pas sens aujourd'hui avec la politique climatique. Ça n'est pas l'avenir, c'est le passé. Donc on met fin à on tourne cette page, on met fin à cette idée-là pour avoir ce message clair. Oui aux renouvelables, non aux énergies fossiles. Sur le plan politique, c'était un deal, si on peut dire comme ça. C'est l'objet du compromis, c'est le retrait de l'initiative non au gaz de schiste. C'était ça qui était sur la table. Pour les Verts, c'était un grand succès. C'est la raison pour laquelle on a parlé de victoire en se montrant très, très heureux. Pour nous, c'est quand même assez historique parce qu'il y a 10, 15, 20 ans en arrière, on nous aurait ri au nez et puis maintenant, on est en train enfin de prendre des décisions qui s'imposent. Le compromis, c'est que nous avons accepté de retirer une initiative qui aurait ancré cette interdiction dans la Constitution. Donc là, on s'est contenté de le dire dans la loi, ce qui est un peu moins fort, mais pour nous, ça représente une avancée fantastique, donc on est très heureux. Dieter Giesiger, ce changement de paradigme dont nous parle Raphaël Mahin, cette prise de conscience, vous la ressentez aussi ? Oui, tout à fait. Il y en a aujourd'hui, même dans une société électrique comme la nôtre, l'énergie renouvelable est un part important. C'est pour ça, dans la géothermie, on s'est déjà investi plus qu'une dizaine d'années en arrière pour lancer le projet de recherche d'une énergie en sous-sol qu'on peut valoriser en surface en distribuant de la chaleur. Alors, c'est important de préciser, Raphaël Mahin l'a dit tout à l'heure, on parle d'exploration du sous-sol, c'est l'interdiction des hydrocarbures, mais on ne parle pas de la géothermie, c'est autre chose, même s'il y a du forage aussi en sous-sol. Bien sûr. Alors nous, on ne cherche pas au même endroit, on cherche à des endroits complètement différents. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver de l'eau chaude en sous-sol à une profondeur intéressante. Il faut s'imaginer que la température de la croûte terrestre, elle augmente tous les 1000 mètres de 30 degrés. Alors, si vous voulez chauffer des maisons, il vous faut quelque chose comme 70-80 degrés. Puis ça, vous trouvez si vous êtes au-delà de 2000 mètres. Alors, c'est ça le cible, de trouver une couche aquifère, une couche qui conduit l'eau, et qu'on peut exploiter, qu'on pomper cette eau en surface. Nous, on le cherche à des endroits où il y en a de l'eau, où il y en a de la fracturation naturelle déjà disponible. Et à ces endroits-là, normalement, c'est les pires endroits pour ceux qui cherchent des hydrocarbures. Alors, cette fameuse loi qui a été votée nous gêne en rien du tout. Oui, ça ne change absolument pas. Il y a, alors c'est deux choses différentes, mais il y a quand même des craintes, Raphaël Mahin, aussi sur ce type d'extraction. Là, en l'occurrence, ce n'est pas des craintes écologiques ou liées à la santé, c'est des craintes sismiques. Alors, c'est juste, et il y a eu ce fameux projet à Bâle qui a beaucoup défrayé la chronique, puisque ça s'est très mal passé, il faut quand même dire ce qui est. D'abord, une chose qu'il faut dire, c'est que dire oui à la géothermie, ça ne signifie pas qu'on fera n'importe quoi de façon non contrôlée. Donc c'est extrêmement strict. On a encore rajouté dans le projet de loi des exigences de contrôle, des fluides qui seraient éventuellement utilisés pour les démarches de forage, parce que ça c'est un enjeu, c'est d'utiliser des additifs pour pénétrer la roche et qui pourraient ensuite polluer des sources d'eau potable ou des nappes phréatiques. Donc on a posé toute une série de conditions. Et puis alors, évidemment, l'autre chose à dire, c'est que il y a toute une procédure qui doit être conduite de manière transparente pour que la population soit informée, pour qu'on puisse rassurer
ceux qui s'inquiètent des enjeux. Et je pense pouvoir dire qu'on fait les choses de façon professionnelle. On ne fait pas les choses de façon amateur sur un coin de table, on va percer ici. Et puis, ce n'est pas les mêmes enjeux qu'avec les hydrocarbures quand on vient chercher de la chaleur. Il faut voir que les privés connaissent déjà le système des sondes géothermiques pour les pompes à chaleur. On parle ici de faible profondeur. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est d'aller un peu plus profond pour chauffer davantage, de façon beaucoup plus large. Et on parle quand même, pour le canton de Vaud, d'un potentiel thermique de 20% des besoins pour la géothermie. Donc, c'est extrêmement important et c'est une ressource renouvelable. La chaleur vient du centre de la Terre, donc il faut l'utiliser plutôt que le pétrole ou d'autres sources polluantes. Voilà, à ne pas confondre, merci pour ces explications, c'est relativement clair. Dieter Giesiger, est-ce qu'on n'a pas finalement une sorte d'hypocrisie aussi? Parce que c'est Jacqueline de Quatreau qui l'évoquait en disant Mühleberg ferme l'année prochaine, il va falloir importer de l'électricité de l'étranger. Et cette électricité, a priori, en tout cas une bonne partie, viendra des énergies fossiles. Il y en a, l'objectif de la Suisse, effectivement, c'est de le changer dans le futur. Et en Suisse, il y en a quand même environ 60% de l'énergie qui est déjà aujourd'hui produite d'une façon écologique, renouvelable, à travers les barrages qu'on a dans les montagnes et sur nos rivières. Il y en a effectivement, il existe, le marché de l'électricité, il est scindé en deux. Il y en a d'une part le marché qui est libéralisé, qui est l'électron, et puis il y en a l'autre partie qui sont les certificats d'origine qui garantit qu'on soutient des producteurs d'énergie renouvelable. J'ai décrit le système, c'est finalement, il y en a un loi dans le marché de l'électricité, ça veut dire la production et la consommation doivent toujours être en équilibre, autrement le réseau s'écroule. On peut l'imaginer avec une baignoire où le niveau d'eau doit toujours rester au même niveau. Il y en a les consommateurs qui tirent de l'eau et les producteurs qui versent de l'eau dans la baignoire, mais l'eau doit toujours rester. Et si on soutient à travers les garanties d'origine, finalement, les producteurs qui produisent d'une façon respectueuse à l'environnement, mais l'eau, finalement, devient plus claire à l'intérieur de la baignoire. Et puis, de cette façon-là, on va vers un but que l'entier de notre production énergétique devient renouvelable. On peut parler d'un cercle vertueux dans ce que je comprends par rapport à vos propos. Et ça, il faut bien scinder le marché de l'électricité. On achète ça et on ne sait même pas exactement d'où ça vient. C'est un marché libéralisé, un marché de bourse. Et puis de l'autre côté, on a ces certificats que chaque entreprise dit « mais moi j'en ai acheté des certificats supplémentaires pour garantir que 80% de l'énergie vient par exemple des barrages suisses ou qui vient des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques ». Raphaël Mahin, si on prend au niveau national, cette fois-ci, le Conseil national a refusé la loi sur le CO2 après quand même 4 jours de débat, avec une alliance contre nature. C'est l'UDC et la gauche qui se sont alliés. Pour l'UDC, ça allait trop loin. Pour la gauche, les Verts en particulier, ça n'allait pas assez loin. La gauche et les Verts libéraux, on va préciser aussi, qui étaient dans ce camp-là. On pourrait se dire en Suisse, finalement, quel impact on a, nous, tout petit pays de 8 millions d'habitants, face à cette immensité de la Terre. Mais ça, c'est la question centrale. On doit se montrer exemplaire parce qu'on fait partie des pays avec des moyens financiers, avec de l'innovation technologique, avec des hautes écoles, avec une industrie florissante. Si on ne fait pas les efforts chez nous pour réduire les émissions de CO2, où est-ce qu'on pourra les faire? Donc, on doit bien commencer quelque part et il faut que ça commence chez nous. Et dans ce sens-là, l'attitude du Parlement sur la loi sur le CO2, elle est totalement irresponsable. Ils ont vidé un projet de loi qui était déjà assez peu ambitieux. Donc forcément, pour les Verts et ceux qui veulent un avenir renouvelable, il n'y avait pas d'autre choix que de dire non. Mais ça n'aurait pas pu être un pas dans la bonne direction? Non, parce qu'au fond, la seule chose qui ressort de ce projet de loi, c'est l'objectif de plafonner le réchauffement de la planète à 1,5 degré. Et ça découle déjà de l'accord de Paris, qui a été signé par la Suisse. Puis après, les moyens pour le mettre en œuvre, il n'y a rien. C'est une coquille vide. Je simplifie bien sûr un peu. Donc, au fond, répéter ce qui a déjà été dit avec l'accord de Paris, c'est inutile. Ce qu'il faut, c'est joindre les actes à la parole et dire comment on va faire. Et là, dans le canton de Vaud, on a quelque chose de concret avec ce projet de loi pour dire on ne veut plus extraire des hydrocarbures, on veut développer la géothermie. C'est ce genre de petit ruisseau qui fera la grande rivière d'un avenir renouvelable dans les années à venir, je l'espère fortement. Alors, au niveau suisse, Dieter Giesiger, il y a deux secteurs
principaux qui amènent beaucoup de pollution et de CO2. Il y a le secteur des bâtiments et le secteur de la mobilité. Exact. Alors bâtiment, on a vu avec le chauffage à distance notamment, ça c'est un élément. Et puis la mobilité, il y a les questions des bornes de recharge électrique. Là, vous êtes actif aussi. Exact. Alors il y en a aujourd'hui, il existe effectivement des mesures qui étaient prises dans les bâtiments à travers les taxes sur le mazout et sur le gaz. Et là, il y en a des programmes d'investissement, de subventionnement pour mieux isoler, pour consommer moins. Au niveau de la mobilité individuelle ou de la mobilité en général, il n'y en a pas autant qui étaient entreprises. On s'est relié sur l'avancée technologique que nos voitures rejettent de moins en moins de CO2. Mais il y a une volonté politique claire. Ça a été annoncé cette semaine par Doris Leuthard. Tout à fait. Et Doris Leuthard a ajouté maintenant à cette première mesure technologique la mesure de finalement de lancer les véhicules électriques. D'ici 2030 environ, chaque troisième véhicule devrait être un véhicule électrique, ce qui n'est pas encore le cas. Alors, les sociétés comme la société électrique qui sont actives de mettre des bornes sur nos routes, au bord des routes. Autant à Gland, on a installé plusieurs. Il y en a à Nyon, à Aubonne. Il y en a effectivement des bornes qui sont installées pour que les propriétaires des voitures électriques puissent les chercher. Ça répond à un réel besoin? Aujourd'hui, le besoin, il est encore embryonnaire. Aujourd'hui, il n'y en a pas encore un engouement. Les stations sont souvent encore disponibles. Alors, il peut effectivement en avoir plus de véhicules électriques sur le marché. L'idée, pardonnez-moi, c'est que l'offre puisse aussi appeler la demande. C'est-à-dire, plus on a de bornes, a priori, peut-être que les gens seront plus enclins à s'orienter vers des voitures électriques, s'il y a plus de possibilités de chargement. Pas forcément. Moi, je ne suis pas absolument persuadé de cet effet-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, il faut trouver les modèles adéquats que le consommateur cherche dans les gammes des constructeurs. Si les constructeurs proposent des véhicules qui sont adaptés aux besoins et à la volonté, au niveau du prix, à quelque chose que le consommateur cherche, il va faire le pas. Aujourd'hui, les véhicules électriques, ils deviennent de plus en plus performants. On peut couvrir de plus en plus de distances. C'est ça ce qui est important. Et moi, je prédis que le salon de l'auto mars prochain à Genève va être le grand boom des voitures électriques. Le pari est lancé. On verra dans quelques mois, effectivement, d'ici le printemps. Raphaël Mahin, un mot sur ces voitures électriques, le point de vue du député vert que vous êtes. Vous roulez en voiture électrique, c'est écologique? Alors, moi, j'ai un abonnement général, donc je fais énormément de transport public. On a une voiture familiale pour les besoins courants avec les enfants. Oui, la voiture électrique, ma voiture n'est pas encore électrique. Oui, c'est une piste d'avenir, clairement. Il faut se méfier de ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est ce qui désigne une situation où on a bonne conscience avec un élément qui est moins polluant, une technologie moins polluante, et on l'utilise davantage, donc on compense l'amélioration. Et on peut avoir après des effets pervers avec, par exemple, des rues tout autant engorgées, des places de parking qui sont encore insuffisantes. Donc, je veux dire, la voiture électrique, c'est une partie de la solution, mais ça ne peut pas non plus être la panacée. Donc, il faut simplement rester intelligent, travailler avec toutes les solutions, la voiture électrique, d'autres sortes de mobilité, les transports publics, la mobilité douce. Et puis, c'est de cette manière qu'on arrivera à réduire les émissions de CO2. Mais bien sûr que ça représente l'avenir. Et je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit. Si les constructeurs automobiles proposent des modèles attractif, performant et bien meilleur du point de vue du rendement énergétique et des émissions de CO2, on aura un infléchissement, on aura une profonde modification des habitudes de mobilité. J'en suis convaincu et c'est ce qu'il faut souhaiter. Des actions au niveau mondial, au niveau national, au niveau individuel aussi. Forcément, on a parlé au niveau de l'habitation, du chauffage à distance, vous avez évoqué les sources des énergies, dit Thierry Guisiguer. Il y a aussi des programmes d'installation photovoltaïque avec des soutiens financiers et ce que vous appelez l'autoconsommation. Voilà. C'est des gens qui peuvent être autosuffisants au niveau énergétique. La consommation propre est là. Effectivement, c'est cette idée de devenir plus autonome au niveau de sa consommation, mais il existe quand même un deuxième élément qui est aussi important pour pas mal de Suisses, c'est l'élément financier. Aujourd'hui, entre guillemets, l'énergie que vous pouvez produire sur votre toit avec votre installation photovoltaïque et de l'utiliser directement à votre maison, c'est l'énergie la meilleure marché. Et aujourd'hui, il y en a eu un tel progrès dans la production des panneaux photovoltaïques et de les coûts d'installation qu'aujourd'hui, c'est l'énergie qui est le meilleur marché.
C'est ça l'avantage, c'est ça qu'on appelle la consommation propre. Et ça, c'est intéressant parce qu'on revient, allez, 10 ans en arrière, Raphaël Mahin, on n'aurait pas pu penser que ça irait si vite. Et puis ça, je trouve que c'est le meilleur exemple qu'on ne va pas travailler contre les personnes pour leur imposer des nouvelles choses à faire, mais on leur offre des solutions qui permettent à la fois de garantir un avenir durable et parfois d'alléger leurs factures, même souvent d'alléger leurs factures. Oui. Et à terme, c'est dans cette direction qu'on va. Donc, on quitte le discours qu'on entendait il y a quelques années, ça va être horrible, il y aura des taxes partout, et puis vous allez nous assommer avec vos prescriptions environnementales. Maintenant, c'est un discours d'espoir. Chacun, sur sa maison, peut poser des toits, chacun peut recourir à d'autres sources de chauffage que les hydrocarbures. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour tout le monde. Et on va terminer sur un dernier élément. Alors, on a évoqué l'aspect mondial. Il y a une actualité assez chargée sur ces questions-là en cette fin d'année. Alors, on peut citer la COP24 qui s'est terminée la semaine dernière à Katowice en Pologne. On va citer aussi la décision de l'Union européenne, c'est tombé hier, qui interdit tout le plastique. On parle de gobelets, de pailles en plastique, de couverts en plastique à l'horizon 2021. Dieter Giesiger, là c'est un message très clair, on n'en est pas encore là au niveau suisse, mais ça va avoir des implications sur notre quotidien. Moi je suis absolument persuadé, et puis moi je peux qu'encourager que chacun, mais aussi dans nos entreprises, on prend des mesures qui finalement diminuent l'utilisation abusive du plastique. Je dis abusif, il existe des endroits où on ne peut pas s'en passer. La gaine, l'emballage d'un câble électrique, elle est plastique, mais voilà, elle a son utilité. Donc il n'y a plus de gobelets en plastique à la CEIC ? Non, on a arrêté déjà depuis des années. Là, le signal, effectivement, il est assez clair au niveau politique déjà. Oui, et puis il est important parce qu'on est dans une société du gaspillage, et le gaspillage du plastique, c'est plus tenable. On voit ces océans de plastique dans les mers, justement, on voit ces problèmes. Au-delà de la pollution engendrée par la production du plastique, ensuite on a de la peine à résorber ces déchets. Alors en Suisse, heureusement, on a des bonnes usines d'incinération des déchets, mais dans le monde, ça reste un problème beaucoup trop sensible. Donc on a des solutions, et il faut simplement arrêter de gaspiller. Quand on a besoin de plastique, on produira encore du plastique, ça c'est clair. Mais on se dirige vers une société qui gaspillera moins et qui vivra mieux, j'espère. Voilà, et ce sera le bout de la fin. Merci beaucoup, messieurs, pour votre participation. Merci à vous. On se retrouve après les fêtes pour le retour de l'émission et des différents programmes. Merci pour votre fidélité. De très joyeuses fêtes de fin d'année. D'ores et déjà une bonne année 2019. Et vous l'aurez compris, à l'année prochaine.